Parlons CRA, journée. Comment pitcher la conformité au Cyber Resilience Act avec Eva Selab et Émeric Lagier de Thales. Bonjour, bienvenue. Je vous laisse le micro. Merci. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc on vous propose en 15 minutes là, de parler un peu du Cyber Resilience Act ou CRA. Et donc on va essayer donc, dans ces 15 minutes de vous montrer comment piloter la conformité au CRA. Et donc, comme il vous a été indiqué, donc Eva Selab, donc je travaille consultante en GRC, mais également. Ah, merci. Est-ce que c'est mieux là? Oui. Donc consultante GRC, mais également porteuse de l'offre conformité chez Thales, et accompagnée donc de Émeric, architecte sécurité, mais également porteur de l'offre donc DevSecOps pour Thales également. Donc vous en avez peut-être entendu parler, il est moins connu que NIS 2, mais donc CRA, c'est le Cyber Resilience Act. Donc il a été publié en août 2024, enfin en octobre 2024, excusez-moi, et il va venir donc imposer des exigences sur tous les produits matériels et logiciels comportant des éléments numériques. L'objectif étant justement d'avoir une sécurisation de ces composants qui n'étaient pas présents dans les différentes directives. En effet, au travers des rapports de l'ENISA ou de l'ANSSI que vous avez pu consulter ces derniers temps, on se rend compte que malgré les directives NIS 2 et la directive NIS 2 et le règlement DORA, on n'avait pas forcément d'exigence sur la partie de la supply chain. Et donc la Commission européenne a justement décidé de pallier à cette problématique avec la rédaction du Cyber Resilience Act. Dedans, en fait, l'objectif, c'est d'avoir la définition d'un cadre cohérent et unifié au niveau de tous les États membres pour rehausser le niveau de sécurité de nos produits qui, pour l'instant, n'étaient pas forcément dans le périmètre de l'Union européenne. Et pour cela, on va axer, la Commission a axé donc cette sécurisation sur 3 pôles. La transparence donc pour les consommateurs, puisque malheureusement les sociétés n'avaient pas forcément de connaissances sur l'état de maturité et l'état des vulnérabilités de leurs composants qu'ils intégraient. La deuxième partie, c'est la mise en place donc, de la Security by Design. Donc, c'est l'objectif d'avoir une sécurisation dès la conception de vos produits et ne pas la traiter en sortie. Et le dernier point, c'est d'avoir une gestion uniformisée et sans délai des vulnérabilités. Donc pour illustrer un petit peu tout ça, on a pris un use case concret. Donc on se met dans la peau aujourd'hui d'une entreprise qui commercialise des montres connectées, donc comme celle qu'on voit à l'écran. Donc montre pour sportifs qui permet de faire du footing, du vélo, etc. et qui capte des données de santé, la fréquence cardiaque, etc. Ce produit, même si c'est une entreprise américaine, il est vendu sur le sol européen. Donc ça c'est le premier point qui permet l'applicabilité au CRA. Le deuxième point, c'est qu'on a l'annexe 3 du règlement qui nous liste un ensemble de classes. Les classes, c'est quoi? C'est une catégorisation des produits selon leur criticité. On a une classe qui est par défaut, qui contient l'ensemble des produits comportant des éléments numériques connectés. Donc c'est un bien grand mot pour dire qu'il y a du logiciel et ça se connecte quelque part. Donc ça c'est la classe par défaut. On a la classe 1, la classe 2 et la classe critique. Plus on monte évidemment, plus les produits sont critiques. Et on va retrouver par exemple dans la classe critique les cartes à puce, les HSM, etc. Dans le cadre de notre monde connecté, on est ici dans la classe 1. L'impact, c'est quoi? C'est qu'en termes d'évaluation à la conformité de CRA, on va pouvoir soit faire une auto-évaluation, soit faire appel à un organisme tiers. Alors, pourquoi ça a une importance également? C'est que malheureusement, pour toutes les classes, les exigences sont les mêmes. Tout le monde doit implémenter toutes les exigences. Par contre, comme l'a indiqué Émeric, on va avoir des schémas de certification qui vont être différents et des délais de mise en conformité qui sont différents. Dans le cadre de notre montre, on est sur une classe 1, donc on a un délai de mise en conformité qui est attendu à 24 mois, soit tous les produits qui seront commercialisés sur le sol européen ou à destination d'entreprises européennes doivent être conformes en 2027. Malheureusement, comme l'a dit Émeric, pour les produits qui sont plutôt critiques, tels que les HSM, à ce moment-là, on diminue le délai de mise en conformité et on passe à 12 mois. Et alors, si on n'est pas en conformité, qu'est-ce qu'on risque? Alors, on a plusieurs échelles. Tout d'abord, on a une possibilité d'avoir une injonction à la mise en conformité par les autorités régulatrices qui vont venir dans vos sociétés vous piloter pour vous mettre en conformité. On va également avoir la possibilité d'avoir des sanctions. Donc, les sanctions, elles sont plutôt conséquentes. On est entre 15 millions et 2,5% du chiffre d'affaires mondial. On est à peu près sur les chiffres qu'on va retrouver sur Nice ou le RGPD. Attention, NIS 2, c'est un plancher et pas un plafond comme pour le RGPD, donc c'est la petite subtilité.
Et le dernier point, c'est en fait la possibilité de perdre tout simplement l'autorisation de mise sur le marché. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vos produits ne peuvent plus du tout être commercialisés sur le sol européen. Ça peut donc avoir un impact majeur pour vos sociétés et pour la pérennité de ces dernières. Comme l'a dit Aymeric, et vous l'avez peut-être reconnu, ce sont des montres qui sont assez connues, ce sont des montres donc qui vont vous aider dans vos programmes de training, adapter tout simplement votre course en fonction de votre état de fatigue ou autre. Ces informations, elles sont des informations donc de données de santé. Et donc il se pose la question de savoir est-ce que l'IA Act vient également rajouter une couche de de conformité sur ce type de produit. Alors heureusement, on a de la chance pour ce cas-là, l'IA Act ne s'applique pas puisqu'on n'en tombe pas dans ces catégories. Par contre, cette démarche justement de définition de l'applicabilité, elle devra être faite à chaque fois puisque malheureusement, on pourra avoir un produit qui sera conforme à CRA, mais qui devra également se mettre en conformité à l'IA Act, NIS 2 ou encore DORA. Donc il faudra systématiquement faire cette étape. Si maintenant on s'intéresse un peu aux exigences, donc ce que CRA nous demande de faire, on a l'annexe 1 du règlement qui liste 2 catégories d'exigences. La première catégorie, c'est sur la construction du produit, donc sur la partie Security by Design. La deuxième partie, c'est plutôt en phase de run, en post-market, plutôt pour gérer les vulnérabilités. Qu'est-ce qui se passe quand une vulnérabilité va être détectée, comment on doit la gérer. Si on s'intéresse d'abord sur la première partie, donc le Security by Design, on a une première exigence qui est très intéressante et très importante, qui nous indique que les activités de sécurité qui sont mises en place dans le cadre de la construction de notre produit doivent être mises en rapport aux risques qui ont été identifiés. C'est-à-dire qu'on doit faire une analyse de risque préalable pour ensuite mettre nos activités de sécurité au regard des risques identifiés. Ensuite, dans cette catégorie, on retrouve des exigences un peu plus classiques. On retrouve notamment la partie configuration sécurisée par défaut. Ça veut dire que mon produit, quand il est mis dans les mains de mon utilisateur, il doit être sécurisé par défaut. Il n'y a pas d'action de configuration, de changement de mot de passe par défaut ou je ne sais quoi qui doit être réalisé par le consommateur afin de rendre le produit sécurisé. On retrouve ensuite des exigences un peu plus classiques comme la protection des accès non autorisés, la protection des données, donc sur les aspects disponibilité, intégrité, confidentialité. On retrouve un peu comme le RGPD la notion de minimalisation des données traitées, la limitation de la surface d'attaque et enfin une notion de traçabilité à minima pour les actions sensibles. Donc la deuxième partie des exigences, elle va concerner la gestion des vulnérabilités. Elle va se découper en 3 parties. Je vais me décaler. Voilà. Donc vous avez le premier point donc, concernant la vulnérabilité, c'est la gestion des composants. Donc d'avoir une liste des dépendances et de leurs vulnérabilités pour bien avoir l'identification de cette cartographie que vous pouvez avoir. Le deuxième point, c'est le test de sécurité, donc avec une définition nécessaire de fréquence régulière pour réaliser ces tests. Par contre, CRA impose des principes donc de mise en place de sécurité, mais n'impose pas la preuve. C'est-à-dire qu'elle n'impose pas que ces tests soient faits d'une certaine méthode, de manière automatique ou de manière manuelle. C'est à vous de définir la stratégie qui est la plus adaptée à votre contexte et d'apporter la preuve associée à ça. Le dernier point, c'est le traitement des vulnérabilités. Dans les exigences de CRA, on a une nouvelle notion qui apparaît, c'est vraiment la notion d'un délai qui est le sans délai. On doit traiter les vulnérabilités dès lors qu'on en a connaissance. Et pour cela, justement, une des exigences relatives à la vulnérabilité, c'est la mise en place d'un mécanisme qui va permettre de remonter des alertes en temps réel de ces vulnérabilités sur les composants. Après, le dernier point concernant les vulnérabilités, c'est le besoin d'avoir des mises à jour et que ces mises à jour, elles soient dans un système sécurisé tout simplement. Maintenant qu'on a parlé des exigences, on va essayer de voir comment on peut y répondre. Donc pour ça, on a le DevSecOps qui va nous aider avec ses 3 piliers, donc l'humain, les process et la technologie, donc People, Process, Technology. Si on s'intéresse au premier pilier, qui est le pilier humain, l'objectif ici, c'est de poser une fondation permettant de mettre en place le Security by Design. On peut mettre ce qu'on veut, on peut mettre des outils, des process. Si on a des personnes qui interviennent dans notre produit, qui ne sont pas à minima sensibilisées ou formées, ça risque de pas très bien marcher. Donc quelques exemples ici, on peut mettre en place pour l'ensemble des collaborateurs qui interviennent dans le cycle de vie d'un produit, donc technique et non technique, avoir des sensibilisations, donc on peut avoir des formats par exemple de 2 heures avec une petite démo, un petit effet waouh d'une exploitation de vulnérabilité et un listing derrière des impacts, des conséquences que ça peut avoir ce type d'attaque. Ça permet de leur mettre dans la tête le pourquoi il faut faire de la sécurité et quels sont les potentiels impacts, non pas uniquement sur le produit, mais aussi potentiellement sur les consommateurs, sur le SI global de l'entreprise ou sur le groupe éventuellement. Pour des populations un peu plus spécifiques et peut-être un peu plus techniques, on peut mettre en place des formations, donc sur un format un petit peu plus long, type 2 ou 3 jours,
L'exemple qui va bien, c'est pour la population des développeurs, par exemple. On peut leur faire 2 ou 3 jours sur les 10 vulnérabilités du top 10 de l'OWASP pour que, sans avoir à devenir expert, elles puissent avoir un vernis de sécurité sur les vulnérabilités les plus communes. Si on veut passer un peu à l'échelle et si on a plusieurs équipes, on peut mettre en place des security champions. Donc le security champion, c'est quoi? C'est une personne qui fait à la fois du build, qui fait à la fois du développement, par exemple dans une équipe produit, mais qui a aussi une casquette sécurité. Donc encore une fois, pas de l'expertise, mais un vernis, une appétence un petit peu plus importante que les autres. Cette personne, elle peut permettre de faire le lien entre les équipes produits, avec une très bonne connaissance du contexte, puisqu'il fait aussi du build, et également, de par cette appétence et ce vernis supplémentaire, de pouvoir communiquer plus facilement avec les équipes cybersécurité. Sur le pilier processus, l'objectif ici, c'est d'assurer une cohérence et de mettre du lien entre l'ensemble des activités. L'objectif, c'est on peut mettre de l'humain, on peut mettre des formations, on peut mettre des outils. Par contre, je pense que vous l'avez sûrement déjà vu dans vos contextes, il y a des outils mais personne ne les utilise ou personne ne regarde ou on regarde quand on a le temps. Donc ça c'est bien mais ça ne marche pas. L'objectif ici, c'est de mettre ça sur le chemin critique du cycle de développement de notre produit. Quelques exemples qu'on peut mettre en place ici, c'est mettre en place des revues de sécurité, donc plutôt de la revue manuelle pour se dire à chaque fois qu'il y a du code qui a été poussé par un développeur, il y a une personne avec une casquette sécurité, soit le security champion, soit une personne de l'équipe cyber qui va aller revoir un petit peu ce code-là et analyser, voir s'il n'y a pas des vulnérabilités de sécurité. Concernant la partie process et la partie dépendance notamment, il y a un gros focus de CRA qui est fait là-dessus. Les dépendances, on ne les maîtrise pas bien. Et donc, ce qu'on peut mettre en place, c'est du sourcing, un process de sourcing qui nous permet de dire quels sont les critères qui nous permettent de définir qu'une dépendance peut être acceptée dans notre application, dans notre code. Et dans ce cas-là, alors on peut imaginer plein de choses, mais quelques exemples, c'est de dire j'ai une fréquence de mise à jour qui est de tous les mois, par exemple. La dernière version publiée de la dépendance ne contient pas de CVE critique ou haute, etc. etc. Enfin, la dernière activité qu'on souhaitait illustrer dans le cadre des processus, c'est la capitalisation sur les vulnérabilités. Faire des erreurs et découvrir des vulnérabilités, ça arrivera toujours. Le problème, c'est plutôt de refaire 2 fois la même erreur. Donc dans ce cas-là, on peut mettre en place un process de capitalisation des vulnérabilités avec une boucle de feedback qui nous permet de dire ok, une vulnérabilité a été détectée, elle a été corrigée, maintenant quels sont les mécanismes qu'on met en place pour que demain on ne reproduise pas cette vulnérabilité. Donc ça peut être la mise en place de bonnes pratiques, ça peut être la mise en place d'un wiki, du knowledge management ou autres activités qui permettent de ne pas faire 2 fois la même erreur. Et enfin, on a le dernier pilier qui est le process technologie, donc plutôt outillage, qui va nous permettre d'accélérer et d'industrialiser un petit peu tout ça. On va retrouver notamment, encore une fois la liste n'est pas exhaustive ici, mais le SCA, donc Software Composition Analysis, qui va encore une fois essayer de traiter ce gros sujet dans CRA qui sont les dépendances. Il y a une exigence, on l'a vu tout à l'heure, Eva l'a évoqué, c'était de lister l'ensemble des dépendances, versions et vulnérabilités qui sont présentes dans notre produit. Et donc pour ça, on peut utiliser ce type d'outil qui va aller faire de la découverte et aller lister l'ensemble des dépendances qu'on utilise, aller confronter ces dépendances aux bases de données de CVE et nous remonter les vulnérabilités sur les dépendances qu'on utilise. Mais ces outils vont également être en capacité de nous produire ce qu'on appelle des SBOM, Software Bill of Material, donc la liste complète des dépendances avec les versions qui sont présentes dans nos produits. On peut également ajouter de l'analyse plutôt statique, donc pour faire de la détection de secrets par exemple. Et enfin, sur la partie gestion des vulnérabilités, on va pouvoir mettre en place un VOC ou un Risk-Based Vulnerability Management pour pouvoir centraliser l'ensemble des vulnérabilités qui ont été découvertes, soit manuellement, soit via différents outils, pour pouvoir faire de la priorisation et être en capacité de mettre les efforts aux bons endroits pour traiter nos vulnérabilités. Les exigences de CRA, il y en a une, on en a parlé tout à l'heure, c'est de traiter sans délai les vulnérabilités. Si on fait tout à la main, le traitement sans délai, on peut l'oublier tout de suite. Donc il y a une notion forcément d'industrialisation qui doit être mise en place. C'est-à-dire que la vulnérabilité détectée, elle revient dans les équipes de développement, c'est corrigé, et ensuite il faut qu'on mette à disposition le patch, la mise à jour. Il ne faut pas que cette mise à jour introduise de nouveaux problèmes, des problèmes fonctionnels, des problèmes de performance, etc. Donc on doit être en capacité très rapidement et de manière automatisée, de rejouer des tests de non-régression, des tests unitaires, des tests de performance, des tests de ce que vous voulez, qui permettent très rapidement de dire ok, cette version-là, tous les tests passent, on peut la mettre sur le marché. Alors, dans le cadre de ce talk, on en avait fait un focus sur CRA pour vous présenter le DevSecOps. Et donc, outre cette approche qu'on propose justement pour cette mise en conformité, pour vous donner quelques chiffres sur les 21 exigences qu'il faut donc, respecter pour le CRA, le DevSecOps va en couvrir 17 directement.
Et celles qui sont manquantes, c'est plutôt de la partie administrative avec la rédaction de documents techniques. Donc on voit qu'on a vraiment le DevSecOps qui est un outil pour cette mise en conformité. Par contre, si on prend un peu plus d'auteur, on voit qu'on a également que le DevSecOps peut également aider justement à la mise en conformité sur d'autres réglementations dont vous avez peut-être entendu parler. Tout d'abord, on a la directive NIS 2 qui est en cours de transposition en France. Normalement, on va l'avoir avant l'été. Et dont l'objectif, c'est de renforcer la résilience justement des entités critiques. Dans la résilience, le point fondamental qui était justement énoncé dans cette nouvelle transposition, c'est le besoin d'avoir de la détection. Et ça, justement, on va l'avoir au travers de ce qu'avait pu indiquer Aymeric, avec le VOC, qui va permettre de définir en fonction de configuration des alertes en temps réel et donc d'assurer cette résilience fondamentale dans la directive. Le deuxième règlement, c'est le règlement DORA. Alors, les sociétés doivent maintenant être conformes DORA, donc on est plutôt sur quelque chose d'un peu plus tard. Mais également, on peut retrouver justement avec les besoins de tests opérationnels qu'il faut mettre en place, une approche avec le DevSecOps qui pourra répondre justement à ces obligations. Et pour finir, en août 2024, encore une nouvelle directive, enfin un nouveau règlement, on a eu l'IA Act qui a pour objectif justement de venir renforcer tout ce qui va être, encadrer le développement et l'utilisation de l'intelligence artificielle, où là encore, avec justement la sécurisation des chaînes CI/CD, on va avoir une réponse à apporter par rapport à cette sécurisation de ces modèles d'IA. Et donc on voit que malgré des sujets un peu éloignés, le DevSecOps va venir encore une fois répondre à une partie de ces exigences de mise en conformité et donc avoir de sortes de petits quick wins avec une amélioration des métiers et des process et une mise en conformité. Avant de vous quitter, on voulait revenir sur un peu la valeur ajoutée que Thales peut vous apporter dans le cadre de la mise en conformité avec CRA. Donc il y a un point qui est intéressant et on a essayé de le démontrer aujourd'hui, c'est qu'on a essayé d'allier des compétences plutôt des équipes GRC, donc notamment le CGRC, la conformité, pour la partie applicabilité, exigence, etc. des différents règlements et notamment de CRA. Et pour la partie mise en place des activités de sécurité pour répondre à ces exigences-là, on a plutôt les équipes DevSecOps qui sont là pour vous accompagner. Donc on a essayé de mixer, d'avoir une complémentarité entre ces deux typologies d'équipes. Notre approche aussi, ce n'est pas forcément de venir et de tout refaire. Vous n'avez peut-être pas déployé CRA, vous n'avez pas été concerné par NIS 1. Par contre, vous avez sûrement des bonnes pratiques qu'on pourra identifier justement et voir ces deltas justement de mise en conformité. Et l'objectif pour nous, c'est d'avoir une approche qui est adaptée. Vous avez tous des niveaux de maturité différents et donc on va créer une offre cousu main en fonction de votre secteur et de votre maturité pour vous accompagner. Et enfin, on a vu que dans CRA, il y avait 4 classes de produits. Donc par défaut, classe 1, classe 2, classe critique. Aujourd'hui, on a traité la classe 1 dans le cadre de notre monde connecté. Classe 2 et classe critique, il y a évidemment des produits qui sont un peu plus critiques par définition. Donc on a parlé de carte à puce, de HSM, de système d'exploitation, de firewall, etc., etc. De par les activités qu'on mène au sein du groupe Thales ou en dehors du groupe Thales sur des domaines un peu critiques et un peu sensibles, on a l'expérience et la capacité de vous accompagner sur cette typologie de produits. Et pour vous amener à une conformité de CRA. Merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir. On est sur le stand de Thales, donc B11. Vous retrouverez aussi des sujets autour du chiffrement, du Mistral, du VOC ou d'autres sujets. Donc n'hésitez pas à passer nous voir. Bonne journée. Merci, bonne journée.